Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Antoine, Salut Anna. merci d'accepter mon invitation et de pouvoir nous parler de ton activité sur le podcast Hémisphère droit. Merci à toi. Et c'est parti, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, salut Anna, je m'appelle Antoine Legendre et je suis le fondateur aujourd'hui de Freebie et je suis designer spécialisé en UX et en UI et ça fait maintenant 7 ans que je suis en freelance. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur Freebie ? Ouais, carrément. Freebie, c'est un outil de gestion intelligent à destination des freelances qui permet de gérer toute leur activité administrative. Le but, c'est vraiment qu'ils se concentrent sur leur job en automatisant un peu les tâches à faible valeur ajoutée. Quels sont les core features de Freebie ? Freebie, ce qui va être différenciant vraiment, c'est toute la partie synchronisation bancaire où en fait on va être connecté en temps réel avec le compte en banque des freelances, donc ce qui va permettre d'automatiser au moins 50% de leur gestion administrative. Et ensuite, on va avoir cette petite assistant personnel en fait qui est intelligent et qui va automatiser pas mal de tâches, mais surtout qui va toujours dire aux freelances quoi faire pour qu'ils soient pas perdus dans leur démarche administrative. Et est-ce que depuis le lancement, tu as pu itérer sur le projet de sorte que tu as sorti une nouvelle features en utilisant quel procédé en fait ? Est-ce que tu as fait appel au design thinking ? Comment tu faisais tester tes features ? Même au niveau de la conception, on a eu une énorme phase de conception avant même de sortir le produit. On a fait énormément de tests utilisateurs. On avait pris même un psychologue ergonome avec qui on a fait des tests utilisateurs assez poussés pendant 6 mois à la fin de la conception du produit. Et donc en fait, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tester la feature avec nos bêta-testeurs. Et tant qu'on n'a pas eu tous les retours et tant que la feature elle correspond pas à 100% avec ce qu'ils voulaient, on la met pas en ligne. Et on a toute cette itération avec nos utilisateurs où on a réussi en fait à aussi créer une roadmap collaborative sur notre outil qui permet aux freelances en fait de voter pour les fonctionnalités qu'ils veulent en premier. Et en fait, les freelances qui votent pour ces fonctionnalités-là, c'est eux qu'on contacte en mode bêta test pour qu'ils puissent tester avant tout le monde les fonctionnalités. Donc en fait, on a toujours cette phase de conception et de test avant de la mettre en ligne, quoi. C'est toujours le cas, quoi. Et comment tu t'es organisé pour cette phase de recrutement au tout début ? Compliqué. Au tout début, vraiment aller chercher les personnes de mon réseau que je pensais compétentes sur ces sujets. Et au final, on a eu quand même pas mal de free qui ont commencé à s'inscrire sur le produit, donc on a pu bosser avec pas mal de freelances. Et aujourd'hui, on bosse qu'avec des freelances sur des sujets en particulier. Et oui, ça marche très bien comme ça. Mais donc, on n'a plus trop de problèmes puisqu'on peut aussi chercher dans notre base les freelances avec qui on a envie de bosser, quoi. Et par rapport à la structuration de l'équipe, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, c'est essentiellement des free. Donc, on a notre base solide avec mon associé sur Freebie, et après on bosse avec des free sur chaque domaine. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui s'occupe de notre blog, on a 2 personnes qui s'occupent de nos réseaux sociaux, on a une personne qui va s'occuper du développement, et en fait à chaque fois on dispatche les tâches ponctuellement quand on en a besoin, et ça nous permet en fait d'appeler des freelances que sur des sujets ponctuels, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est des freelances fixes ou est-ce que typiquement quand il s'agit d'une tâche ou d'une autre, tu vas faire appel à un freelance qui sera plus compétent dans un domaine ? Ouais, c'est ça, c'est plus, on va vraiment chercher le freelance en fonction de ses compétences. Et moi, j'ai vraiment envie de bosser avec des experts sur ces sujets-là. Et donc, d'avoir aussi accès à ces freelances, c'est plutôt cool parce que ça permet de pouvoir se payer, on va dire, des freelances un peu plus chers ponctuellement sur des missions plutôt que de prendre quelqu'un de moins cher sur le long terme, quoi. Et ça permet en fait d'avoir vraiment un expert sur chaque sujet, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, comment tu as mis en place ce système dans le sens où il faut quand même créer une communauté, susciter de l'intérêt autour de Freebie ? Comment tu t'y es pris ? C'est vrai qu'à la base, en fait, on n'avait pas l'idée, en tout cas la vocation, de créer une communauté autour de l'outil. On sait que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une communauté, mais c'est vrai que c'était pas par rapport au sujet. On s'était pas dit avec un outil de gestion, on va créer une communauté. Mais en fait, c'est par rapport aux interactions qu'on a mis en place sur Freebie, à la communication qu'on diffuse aussi. Et en fait, Freebie, il est vu comme l'assistant personnel des freelances qui aide les free, et il est vu un peu comme un sauveur, comme quelqu'un qui vient les aider de la galère. Et donc, grâce à ça, ça a permis de créer une communauté autour de Freebie qui va toujours aider les free pour qu'ils soient jamais en galère.
Et après, on a un service client hyper réactif. On laisse jamais les freelances dans la galère. S'ils ont une question à n'importe quelle heure, on leur répond. Et tout ça, ça fait en sorte que les free, ils ont vraiment envie de contribuer au projet. Le fait d'avoir la roadmap collaborative, le fait qu'ils puissent réserver des entretiens avec quelqu'un de la team pour passer un entretien utilisateur, le fait de tout ça, le fait de les avoir impliqués depuis le départ, et ben, ça a fait qu'on a réussi à créer une communauté de gens qui sont hyper impliqués sur le produit et que maintenant, s'il y a un truc qui va pas, un pixel qui est en trop ou quelque chose, et ben, ils vont nous sauter sur le support pour nous dire hello les gars, il y a un truc qui va pas, ou alors au contraire, c'est trop bien. Et ils vont pas hésiter à partager leurs ressentis et c'est hyper cool d'avoir réussi à créer cette communauté aujourd'hui de gens autour du freelance, quoi. Et si on revient un peu plus sur ton parcours, donc à l'origine, tu es freelance designer, tu fais de l'UX, et c'est par la suite que tu as décidé de monter Freebie. Tu peux revenir un peu plus sur ces différentes étapes marquantes? Bah, carrément, moi c'est marrant parce que Freebie c'est vraiment parti d'un problème personnel. C'est-à-dire que j'étais du coup en mission chez Peugeot en 4/5e, donc du lundi au jeudi. Et je pensais que j'allais pouvoir en fait gérer la dizaine de clients que j'avais en simultané à ce moment-là sans problème. Sauf que j'avais que le vendredi, que le soir, que le week-end pour bosser sur mes clients. Et au bout de 3 mois, j'étais totalement sous l'eau. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité administrative. Mais la problématique, c'est qu'il n'y avait aucun outil qui était vraiment dédié au freelance, qui était intelligent et automatisé et qui était différent qu'un Excel dans un SaaS avec une couche de design. Mais il n'y avait vraiment pas cet outil avec des expériences qui me convenaient. Et c'est ça qui m'a poussé aujourd'hui à lancer Freebie parce que j'en avais vraiment besoin de ce produit. Et typiquement, quand on parle d'automatisation, est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Bah ouais, par exemple, quand tu connectes ton compte en banque avec Freebie, donc tu n'as plus besoin d'ajouter manuellement tes transactions dans Freebie, elles sont récupérées de ton compte en banque. Et ensuite, Freebie, on a créé un petit algo qui va essayer de matcher le bon client et la bonne facture et l'ajouter directement au compte. Et donc ça, par exemple, quand tu as envoyé ta facture sur Freebie, après, tu n'as plus rien à faire. Jusqu'à la déclaration, tu es sûr qu'elle sera rangée au bon endroit. Du coup, c'est assez intéressant, même pour un étudiant qui commence et qui ne sait pas du tout gérer les factures, etc. Je sais que vous avez pas mal de contenu sur le blog. Bah, c'est ça, et puis surtout qu'aujourd'hui, les gens qui commencent, ils voient les outils de gestion comme une charge et non comme un investissement. Mais en fait, ceux qui le prennent à l'inverse, ils comprennent bien que passer moins de temps sur la mine, c'est plus de temps à trouver des clients. C'est d'avoir un outil de gestion, ça permet de tout faire dans les clous et d'être sûr de ne pas faire des galères et d'avoir des pénalités de retard à la fin ou de manquer des mentions dans ses factures. Et donc parfois, on le voit comme une charge et non comme un investissement, mais quand on fait le calcul, à la fin, tu gagnes environ 40 € de l'heure en freelance, on va dire, et bah, sur l'année, tu gagnes 6 000 € parce que tu as gagné 3 heures par semaine à gérer ton activité. Et en fait, quand tu vois ça à l'inverse, tu comprends que c'est intéressant même quand tu es étudiant ou que tu n'as qu'un client, d'être bien équipé pour pas faire de conneries. Parce que parfois, on peut se dire, bah, en fait, là, j'ai pas envie de payer 10 € par mois, mais en fait, à la fin de l'année, tu vas en payer 200. Donc il faut voir un peu la différence, quoi. Donc toi, quelles sont tes tâches du quotidien? Wow. Bah, je suis CPO, CDO, CFO, CMO, CDO. Tous les C quelque chose que tu veux. Mais au quotidien, je gère principalement toute la partie acquisition. Donc vraiment la partie comment récupérer des clients sur Freebie. C'est moi qui me suis occupé de toute la partie design graphique, donc toute l'UX, tout le produit et tout ce qui est sur le web visible par les utilisateurs. Et en fait, c'est plus que je n'ai pas fait, et je n'ai pas fait toute la partie développement. Même si j'ai une notion de code en design, j'ai préféré vraiment, encore une fois, pour mettre des experts sur des sujets, parce que je suis pas un expert en code, pas du tout même un expert en code. Et donc du coup, je préférais laisser des experts sur le sujet. Mais aujourd'hui, principalement marketing, design et toute la partie business, quoi. Et comment tu gères ça? Parce que ça fait pas mal de choses quand même. Comment tu segmentes ton quotidien? C'est vrai qu'il y a énormément de tâches à accomplir, quoi. Il y a énormément de tâches et en fait, il faut réussir à savoir déléguer. Et ça, c'est compliqué au départ, mais quand on a réussi à déléguer, on peut faire beaucoup plus de choses et s'organiser beaucoup mieux. Et justement, c'est là où intervient les freelances, c'est que je peux pas tout faire et que dès que j'ai des charges de travail trop importantes ou des missions sur lesquelles je peux pas passer du temps, mais qu'il faut absolument qu'elles soient faites, et ben, je vais directement les transférer à un freelance qui va s'en occuper. Et du coup, ça permet de nous faire gagner énormément de temps. Par exemple, là, depuis récemment, au support, bah,
il y a vraiment une personne dédiée au support. Avant, on mettait tous la main à la pâte. Maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui est dédié. Enfin, il y a toujours toute cette évolution qui est faite aussi et qui va évoluer en fonction des besoins. Plus on aura des besoins réguliers, plus on prendra quelqu'un à temps plein sur ce poste. Mais pour l'instant, on avance comme ça. Et oui, c'est une grosse organisation et une grosse gestion au niveau des outils, des process et des choses à mettre en place pour que tout soit dit et bien fait et qu'on puisse suivre en temps réel l'évolution des projets. Ça, c'est hyper important. Parce que si tu n'as pas une bonne gestion avec les gens, c'est mort. Du coup, tu as pas mal d'informations concernant le marché des freelances. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est amené à évoluer? Quel est ton avis sur la question des freelances? Le marché ne va pas évoluer, il va exploser. Et on arrive à un moment où on est dans les générations qui arrivent cherchent des nouvelles méthodes de travail et en ont marre de travailler comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour te dire, on est 23% de la population en freelance en France. Et en 2030, on prévoit 50% de la population en France. Donc on aura autant de salariés que de freelance d'ici les 10 prochaines années. Et en fait, il y a énormément de métiers qui vont rebasculer en free, des métiers où on voit, et à cause ou grâce au coronavirus, on a bien vu que certains métiers pouvaient totalement se faire en télétravail, n'avait pas besoin de présentiel pour fonctionner. Et surtout qu'il y a des nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Donc ça, faut pas se le dire. Rien que dans la VR, dans l'IA, dans des choses comme ça, on va rediviser encore les métiers dans les prochaines années et on va avoir des tonnes de métiers qui vont sortir avec le web et l'informatique. Donc il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont se créer comme ça. Et surtout que les gens en ont marre aussi de pas forcément maîtriser l'intégralité de leur vie au travail et aiment bien aussi reprendre les rênes sur la partie freelance. Et en général, ce qu'on voit, c'est que les gens ils changent pour cette partie de liberté et de gestion de son temps. C'est les deux principales raisons pour lesquelles les gens passent en freelance, d'après avec qui j'ai pu parler. Et tu nous parlais aussi beaucoup d'expertise, parce que c'est très important d'avoir un bon positionnement quand on est freelance. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait des gens qui soient plus généralistes? Comment tu te positionnerais, toi, si t'étais pas, voilà, si t'étais pas CEO de Freebie et si tu étais freelance, mais que tu aimais à la fois le marketing, à la fois le design, comment tu ferais? Alors, c'est vrai que ce côté, je le voyais pas en plus dans différents secteurs quand tu as posé ta question, mais je voyais plus sur le genre. C'est comme au début, le premier mec qui s'est mis en freelance dans le design, il n'était pas designer, il était infographiste. Et au final, ça s'est transformé en micro-métier. Et ça s'est divisé, comme le développeur, il était webmaster à l'époque, et aujourd'hui, il peut être dev front, iOS, back, enfin, il peut être différents devs. Et donc, je pense que c'est important au départ de toucher un peu à tout pour pouvoir vraiment faire sa propre idée de ce que c'est le freelance et de pouvoir noter les missions et le domaine qui nous correspond le plus, mais qu'au fur et à mesure, il faut se spécialiser dans un des domaines. Parce qu'on ne peut pas être un expert partout et il vaut mieux prendre deux personnes très très bonnes sur un sujet qu'une seule personne un peu moins bonne sur les deux. Mais par contre, il ne faut pas rester fermé sur un domaine en particulier parce qu'aujourd'hui, quand on fait du design et du gross marketing, par exemple, c'est hyper intéressant de pouvoir soi-même faire ses créas, mais en même temps automatiser des scripts de gros hacking. Et donc, du coup, il faut se spécialiser, mais pas trop. Et il faut d'un côté pas non plus toucher à tout parce que sinon, ça fait peur les gens qui touchent à tout aussi, quoi. Et on a plus confiance de bosser avec un collectif de freelance où on sait qu'on va avoir un expert sur chaque sujet que de bosser avec un freelance tout seul pour l'intégralité des missions, quoi. La recherche utilisateur, on en a parlé. Et maintenant, en termes de UI pur, comment tu procèdes? Ouais. Le truc, c'est que comme on est une équipe réduite, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de l'UI aussi. Et donc, je fais l'UX et l'UI. Mais par contre, on a créé tout un design système
tout est bien créé dans Sketch, aussi bien en design qu'en dev. Donc en fait, ça va hyper vite pour sortir de nouvelles features ou pour modifier quelque chose, puisque en quelques clics, on peut créer des templates de pages hyper rapidement, quoi. Ouais, on a tout organisé pour que ça soit vraiment le plus simple possible, et avec des outils de collaboration comme Zeppelin, comme Sketch, comme Overflow, qui permettent de détailler un peu les workflows. Et aujourd'hui, c'est ça. Moi, je suis sur Sketch. On balance tout sur Zeppelin pour les specs techniques, et pour tous les parcours utilisateurs, ça va passer dans Overflow. Et comme ça, on se base là-dessus pour faire les parcours. Et les animations, je les fais dans Principle, pour les micro-interactions en général. Et pour les prototypes légers, je les fais directement dans Sketch pour juste montrer l'enchaînement de pages. Et vous fonctionnez en sprint? Alors pas en sprint, enfin plus ou moins en sprint, ça dépend sur quel sujet. Et plus en sprint sur la partie dev. Mais voilà, ça dépend vraiment ponctuellement de la grosseur du sujet. Comment t'imagines ton métier dans 5 ou 10 ans? Écoute, j'imagine qu'on aura l'intégralité des freelances en France dans notre outil, et qu'on sera dans quelques pays différents aussi pour couvrir l'intégralité des freelances dans le monde, mais surtout qu'on deviendra une plateforme de productivité entre les freelances et les entreprises de référence pour aider des milliers de freelances à gérer leur activité et pour les sortir de la galère. J'aimerais savoir, tu nous as parlé de marketing. Je sais que ta formation initiale, c'était plus spécialisée en UX. Comment tu as fait le pont entre les deux? Ouais, c'était vraiment sur le terrain où on va dire que j'ai commencé à bosser pour des clients en design, pour lancer des produits, des applis mobiles, et surtout pour une app en particulier qui s'appelait Diz à l'époque et qui n'existe plus malheureusement, mais qui permettait de commander des cocktails à 2 € dans des bars pendant 1 heure. Donc c'était plutôt pas mal. Et en fait, j'avais tout fait dessus. J'avais vraiment fait du code HTML de l'app au logo, au splash screen, au design. Enfin, j'avais vraiment fait l'intégralité de l'app. Et en fait, à ce moment-là, on allait lancer le produit. Et je me suis dit, bah ouais, mais comment on fait pour le faire connaître, quoi. Et c'est ce produit-là qui m'a vraiment... le gars m'avait laissé carte blanche. Et du coup, sur cette mission, j'avais dérivé de toute la partie design à toute la partie marketing au final. Et c'est moi qui m'étais occupé d'aller trouver des articles, d'aller trouver des influenceurs, des partenariats, des trucs. Et j'avais vachement apprécié la façon de faire pour vraiment faire connaître et vraiment incarner ce produit, quoi. Et ça m'avait vachement plu là-dessus. Et après, c'est vraiment au fur et à mesure du temps où quand on a dû lancer le produit, maintenant on n'avait plus qu'une seule chose à faire, c'était de trouver des clients. Donc on a essayé toutes les manières possibles et imaginables pour trouver. Et aujourd'hui, on a 99% d'inbound marketing qui tourne, et on a 1% de pub qui tourne dessus, et on a une quinzaine d'inscriptions par jour en moyenne, donc on est assez content. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie en tant que telle? C'est-à-dire que la stratégie d'acquisition client, c'est quand même un travail de longue haleine. Comment tu as pu dispatcher tout ça pour en arriver à ces métriques d'aujourd'hui? C'est l'authenticité, la sincérité et le fait d'avoir communiqué d'une manière et fait en sorte que tout le branding de Freebie soit cohérent. Et aujourd'hui, on a énormément misé sur le SEO. On a lancé le blog avant même de lancer le produit. Si tu veux, on avait lancé le blog en 2017. Aujourd'hui, on a plus de 150 articles, même 170, où on explique énormément de choses sur le freelancing. Et donc, en fait, tout ce taf-là, on l'a fait en amont. En fait, on s'est concentré, si tu veux, sur des actions marketing qui n'allaient pas transformer tout de suite, mais qui allaient transformer dans le temps. En sachant que même si on avait besoin d'aller vite, on s'est plutôt concentré sur du quali que sur du quanti. Et le fait de concentrer sur du quali, ça a fait qu'on a pu améliorer l'outil pendant toute notre phase de conception, et on a pu vraiment améliorer chaque détail. Et donc du coup, après, on avait vraiment une légitimité à bombarder, mais c'est vraiment la partie où on a impliqué les utilisateurs depuis le départ dans la conception, quoi. Et donc, c'est ça qui a fait ça aujourd'hui, quoi. Super. Dernière question, la question de la fin. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design? Et de reproduire tout ce qu'on peut reproduire, d'aller fouiller dans des UI kits qu'on peut trouver sur SketchUp Ressources pour aller checker toutes les
les box shadows et tous les alignements et les écartements pour aller checker comment on fait des rendus propres, d'aller reproduire et d'aller redesigner des tonnes de services existants qui existent déjà pour se faire la main et de produire en masse, parce que c'est qu'en produisant qu'on arrive à avoir des skills sur ces sujets-là. Donc il ne faut pas hésiter à produire et à veiller et d'aller suivre plein de gens qui donnent les actualités du design. Nickel, merci beaucoup. Ben, merci Anna pour l'invitation.